Les murmures du phare. Un podcast terrifiant, mais pas que, réalisé par Prise Vincent. Bonsoir à toi, bienvenue au phare. J'espère que tu as fait bon voyage. Je sais que le chemin est difficilement praticable, surtout quand il a plu. Tu peux laisser ton ciré sur le porte-manteau. Est-ce que tu veux boire, je sais pas, une potion de choses? Non, parce que j'en ai fait plein. Tiens. Alors, ce soir, j'ai une nouvelle histoire pour toi. Ça s'appelle Le poids du regard. Avant, je dois te prévenir que cette histoire aborde des sujets sensibles, alors tu peux jeter un œil dans la description de l'épisode si tu veux. Après ça, je te propose une expérience assez particulière. Il se trouve que j'héberge un oracle cette semaine. Si tu es intéressé par une prophétie personnalisée, nous pourrions lui rendre une petite visite informelle. Ensuite, nous avons rendez-vous avec Sergio dans la forêt, qui nous parlera de ses cauchemars et de ses anecdotes pour le moins troublantes. Pour finir, comme toutes les semaines, je te lirai l'horoscope des enfers. Comme tu peux l'entendre, c'est déjà l'heure. Prends une grande inspiration, ferme les yeux et laisse-toi porter par cet effroyable récit. Le poids du regard. Gaspard ne s'est pas tout de suite aperçu que ça n'allait pas. Il travaillait pour une société qui développait des solutions de cybersécurité. Un matin, il s'est fait convoquer dans le bureau de sa supérieure. Elle lui a dit « Je vois bien que ça ne va pas ». Il ne voyait pas de quoi elle voulait parler. Il avait voulu rire à cause de ce malentendu. Il s'est alors rendu compte qu'il en était absolument incapable. C'est comme ça qu'il a appris que, pour de vrai, quelque chose n'allait pas. Il est rentré chez lui encore sonné, il faisait moche et gris. Elle lui avait demandé de prendre quelques jours pour que ça aille. C'était tellement abstrait comme objectif. Il ne se souvenait même plus de ce que c'était ce sentiment-là, le sentiment que ça va. En marchant dans la rue, il essayait de comprendre, il se disait « Qu'est-ce que je ressens ? Les secousses de mes pas qui font vibrer mon corps, et quoi d'autre encore ? Un peu le bruit de mon cœur dans mes tympans, et quoi d'autre ? Je devrais être triste ? Je devrais m'inquiéter ? Je devrais réagir ? Si oui, comment ? Ai-je envie de faire quelque chose ? Pourquoi faire exactement ? Il ne percevait plus de sens, plus de saveur, plus de raison. Il s'est rendu compte qu'il se voyait marcher de haut, un peu comme dans un jeu vidéo. Cette idée le mit mal à l'aise. Même s'il aimait l'idée de pouvoir se détacher de son corps, il détestait l'idée qu'on puisse le regarder lui. Il se trouvait laid, minable, chétif, insignifiant. Il voulait disparaître. Il a monté les 6 étages à pied sans prendre l'ascenseur. Pourquoi ? Il ne savait pas. Il a ouvert la porte de son appartement, a retiré ses chaussures, puis ses vêtements. Il s'est retrouvé nu. Les rideaux étaient déjà fermés. Son appartement était plutôt petit, c'était une ancienne chambre de bonne. Il s'est assis par terre, sur le parquet crasseux. Il est resté là, le regard dans le vague, jusqu'à ce que la nuit tombe. Des pensées ont commencé à se former. Il s'était passé quelque chose. Il ne retournerait plus au travail. Tout cela était bien trop compliqué.
Il avait découvert que le monde était un vaste brouillard. Rien n'avait de sens. Le passé resterait cette chose informe et douloureuse, indétricotable. Il s'est réveillé parce qu'il avait mal sur le côté du corps. Il était allongé sur le sol, il avait faim. C'était le petit matin. Un rayon de lumière perçait au travers des rideaux clos. Une part de lui aurait pu se lever, prendre une douche, se faire à manger, appeler un ami, lui raconter ses malheurs, échanger quelques blagues peut-être, le retrouver dans un bar l'après-midi, envisager avec lui les options pour retrouver un emploi, reprendre du poil de la bête, c'est l'occasion d'un nouveau départ après tout. Au fait, ça te dirait de passer une tête à l'anniversaire de Mathieu ce soir? Mais non, il n'allait pas faire ça. Il se traîna jusqu'à sa chaise de bureau et alluma son ordinateur. Il ne mangea pas ce jour-là non plus. La voisine de Gaspard était artiste peintre. Il pouvait apercevoir son chevalet car sa fenêtre donnait sur la cour de l'immeuble et qu'elle était en face au même étage. Elle prenait toujours l'ascenseur pour monter, ascenseur dont la porte était en face de l'entrée de Gaspard. Elle était rousse et devait avoir quelques années de plus que lui. Gaspard ne s'est pas tout de suite aperçu qu'il était tombé amoureux d'elle. Il faut dire que ça ne lui était jamais vraiment arrivé. Un soir, entre les rideaux, il l'a observée, alors qu'elle téléphonait, assise sur le rebord de sa fenêtre. Il n'avait pas allumé chez lui pour qu'elle ne le remarque pas. Il s'en est beaucoup voulu. Il ne voulait pas être un voyeur bizarre, il ne voulait rien faire de mal. En fait, il ne voulait pas être là. Il aurait simplement voulu pouvoir flotter dans l'air, pouvoir se poser près de sa fenêtre, entendre un peu plus fort le son de sa voix, être en sa compagnie, être assez proche pour détailler les mailles de son pull, sentir son parfum qu'il imaginait bon marché et mélanger à l'odeur de la peinture. Quel genre de peinture était-ce? Huile, acrylique, gouache. Ce n'étaient pas les mêmes odeurs. Son esprit s'échappait parfois vers elle. Parfois, puis souvent, puis tout le temps. Même s'il s'interdisait d'entrouvrir les rideaux, il se réveillait vers 14 heures et il pensait à elle. Quand il tombait de sommeil, vers 10 heures du matin, il y pensait encore. Lui vint alors une idée folle. Le genre d'idée qui ne peut surgir que dans des conditions bien spécifiques. Il n'avait pas mangé depuis maintenant 5 jours et n'avait pas dormi depuis 48 heures. Il tenait sur les nerfs, stimulé par la lumière bleutée de son ordinateur, allant de distraction en distraction et buvant de grandes quantités de boissons énergisantes. Cette idée l'apaisa, c'est même en souriant qu'il réussit à s'endormir ce matin-là. À son réveil, à la tombée de la nuit, il était déterminé à mettre son plan à exécution. La première étape consistait à récupérer des données. Grâce au plan d'évacuation affiché dans la cage d'escalier, il détermina avec précision les dimensions et la disposition de l'appartement de sa voisine. Ce n'était pas très compliqué car c'était à peu de choses près le même appartement que le sien, en miroir. Sur le logiciel de création 3D de son ordinateur, il commença à dresser les principaux volumes, d'abord sous forme de blocs grossiers, puis petit à petit, il affina. Il ajouta des détails, s'autorisant à jeter un œil à travers les rideaux pour prendre des notes, couleur des murs, des bibelots, modèle du canapé-lit, modèle de la table de chevet, modèle du chevalet de peinture. Il lui suffisait d'apercevoir un tout petit bout de l'objet et il pouvait ensuite passer des heures à rechercher le modèle exact sur Internet. Il ne faisait que ça, ne s'arrêtant que pour passer une commande de course en ligne. Il achetait des boissons énergisantes et des nouilles instantanées. Il voulait perdre le moins de temps possible avec ses besoins vitaux. Après 11 jours, il avait créé une réplique exacte de l'appartement de sa voisine. Il ne faisait rien de mal, personne n'était au courant, c'était entre lui et lui. La deuxième partie de son plan
était bien plus ardu. Il commanda en ligne une microcaméra qu'il disposa sur le judas de sa porte. L'enregistrement se déclenchait chaque fois qu'il y avait du mouvement, c'est-à-dire quand quelqu'un sortait de l'ascenseur. Il collectionna les vidéos de sa voisine qui rentrait chez elle, accumulant les informations sur son apparence, ses vêtements, estimant sa taille avec un repère placé sur le mur, image de son visage de face, de profil, son dos, ses mains, ses jambes, son cou. Il prit un soin infini à modéliser en 3D chaque détail sur son logiciel, allant jusqu'à déduire la position exacte de chacun de ses grains de beauté. Il ne faisait rien de mal, personne n'était au courant, c'était entre lui et lui. Son émotion fut si vive quand il plaça Louise dans son environnement virtuel qu'il ne put s'empêcher de verser une larme. Mais il lui restait encore beaucoup de travail. Une fois le modèle d'intelligence artificielle implanté dans le double virtuel de Louise, il l'abreuva de toutes les informations qu'il avait pu collecter sur elle. Ce travail était long et fastidieux. Il consistait à rentrer des lignes de code dans une matrice informatique. Même si c'était son métier, il devait chaque jour solutionner des problèmes de plus en plus complexes. Il avait toujours été bon dans son domaine, mais grâce à ce qu'il identifiait comme de l'amour, il se surpassait. Une longue période s'ensuivit. Gaspard avait complètement terminé son projet, mais ça faisait des semaines qu'il tournait en rond, inventant sans cesse des points à perfectionner. C'est à ce moment qu'il a programmé un cycle jour-nuit dans le moteur de sa simulation. Ce cycle était légèrement plus rapide que celui de la réalité. Il alla même jusqu'à modéliser son propre appartement, son bureau, son ordinateur. Il ne savait pas s'il agissait ainsi parce qu'il prenait un plaisir fou à travailler sur le projet Louise ou si c'était parce qu'il avait peur. Peur que son plan ne fonctionne pas, peur que son plan fonctionne, peur de ne pas avoir de raison de se lever, peut-être que ça s'arrête comme ça. L'amour. Le colis avait été livré pourtant. Un masque de réalité virtuelle. Gaspard ne s'est pas tout de suite aperçu qu'il l'avait ouvert. Le masque entre les mains, il tremblait, se répétant pour lui-même « Ce n'est rien de mal, personne n'est au courant, c'est entre moi et moi. » Il configura le masque et le mit sur son visage. Il avait la sensation de faire quelque chose d'interdit. L'image s'afficha. Il était devant son bureau, ou plutôt une version virtuelle de son bureau. Avec les touches, il recula lentement d'1 mètre. À la place où il était censé se tenir dans la pièce, là, devant son bureau, il n'y avait personne. Il eut un vertige en mesurant ce qu'il avait réussi à créer. Il n'était plus qu'un regard sans corps, qui pouvait flotter où sa curiosité le menait. Il pouvait traverser les murs, les fenêtres, voler au-dessus de la cour. Bien sûr, cet univers ne pouvait dépasser ce qu'il avait modélisé en 3D. Mais la sensation était grisante. Elle trompait parfaitement ses sens. Il oubliait parfaitement qu'il avait une existence, un corps. Il se dit qu'il fallait mieux s'arrêter là pour aujourd'hui, qu'il ne fallait mieux pas essayer tout de suite de s'approcher de Louise. Il ne regarda même pas dans la direction de son appartement. Il enleva le masque et put jouir pendant quelques minutes d'un simulacre de doute autocentré. Il se demanda une dernière fois si son attitude était correcte. Il fit semblant d'envisager la possibilité d'oublier ce projet fou, de supprimer les fichiers, de jeter le masque à la poubelle. Mais il ne faisait rien de mal. Personne n'était au courant, c'était entre lui et lui. Il remit le masque, évidemment. Se tourna vers la fenêtre, avança lentement, traversa le mur, vola au-dessus du vide. À mi-parcours, il aperçut Louise qui marchait vers une chaise. Elle avait choisi de passer son pull vert chiné qui lui allait si bien.
Gaspard traversa le mur de l'appartement de Louise. Tout était modélisé, dans les moindres détails. Louise était sur la chaise, assise. Il se mit dans un coin, fasciné par ce qu'il voyait. Elle alla prendre un verre d'eau au robinet, puis elle le posa sur la table. Elle alla ensuite prendre un livre dans sa petite bibliothèque et l'ouvrit et commença à lire. Enfin, il pouvait être en sa compagnie. Juste être là. Il n'avait jamais voulu la toucher, il n'avait jamais voulu lui parler, jamais voulu qu'elle le voie. Il voulait juste s'asseoir dans un coin et sentir sa présence, sans même la regarder forcément, rester là, à fixer le vide, tout en sachant que quelqu'un vit, qu'il y a de la vie. Il tendit l'oreille, sembla entendre comme des notes. Il s'approcha de Louise. Elle murmurait pendant sa lecture. C'était incroyable. Pour la première fois, il entendit la voix de Louise, du moins la voix synthétisée par l'intelligence artificielle. Une voix douce, mais avec un certain caractère. Il s'approcha encore. Il était tout proche de son visage. Il entendait distinctement les mots qu'elle prononçait. Je restais dans la loge obscure, absolument sous le charme. J'oubliais que j'étais à Londres au XIXe siècle. J'étais bien loin avec mon amour dans une forêt que jamais homme ne vit. Le rideau tombé, j'allais dans les coulisses et lui parlais. Et elle continua comme ça. Il la trouvait belle. Il l'idolâtrait. Son regard voyageait sur le corps de Louise. Son poignet, sa taille, sa gorge, son oreille, son pied, son genou. Les jours qui suivirent furent troubles et entrelacés pour Gaspard. Revenir dans le vrai monde l'agaçait profondément, ça ne l'intéressait pas. Il passait tout son temps tapi chez Louise. Il dormait même là-bas, et à ce moment-là, les réveils étaient particulièrement troublants. Une fois, en faisant le ménage, Louise est passée au travers de Gaspard. C'était la première fois. Gaspard en fut bouleversé. Il dut enlever son masque pour aller vomir. En voyant son appartement, totalement délabré, plongé dans l'obscurité, ne parvenant pas à savoir si c'était le soir ou le matin, il passa à deux doigts d'une crise de panique, mais heureusement, il put remettre le masque de justesse. Gaspard en eut assez de n'être qu'un fantôme pour Louise. Il se dit que ce serait peu de chose s'il pouvait être une voix dans sa tête. Alors, il brancha le microphone. Elle était en train de regarder par la fenêtre, de son regard vide. « Bonsoir, Louise. » Avec une étrange latence, elle sursauta. « Bonsoir. Je savais bien qu'il y avait quelque chose d'étrange ici. »« Comment tu te sens ? Tu t'ennuies pas ?»« Non, pas du tout, c'est un endroit merveilleux. » Ils échangèrent ainsi, pendant des heures, jour après jour. Le modèle d'intelligence artificielle donnait parfois des résultats inattendus ou légèrement absurdes, mais plus Gaspard lui parlait, et plus ses réponses étaient réalistes. Gaspard restait vigilant toutefois. Il savait bien qu'il était sur la ligne, entre le bien et le mal, l'artificiel et le réel, entre la raison et la folie. Il se garda de parler trop en profondeur de ses sentiments, de ses peurs. Il ne voulait pas faire basculer cet univers contrôlé dans un cauchemar, surtout qu'il en faisait déjà des tonnes pendant ses rares instants de sommeil. Un jour, il se réveilla. Louise était à son chevalet. Pour la première fois, elle semblait peindre. Gaspard ne voyait pas quoi, car la toile lui faisait dos. C'est à ce moment qu'elle a dit « Je sais que tu peux me voir. » Elle n'était pas censée savoir ça. Elle l'avait déduit. Les yeux de Gaspard s'écarquillèrent. Ceux de Louise faisaient, comme toujours, comme s'il regardait des choses devant elle. Il se déplaça lentement vers la gauche pour s'assurer qu'il était toujours invisible. Elle ajouta « Savais-tu que tu parles pendant ton sommeil ?» Gaspard retira le masque. Il n'aimait pas du tout la tournure des événements. Il savait que le développement d'une intelligence artificielle pouvait donner des résultats inattendus, aléatoires. Ce modèle était entraîné à imiter la vie.
Il en était conscient. Il fallait qu'il arrête de trembler. Il était devenu étranger à lui-même, avait oublié son corps au point de ne pas savoir si son état était dû à la peur ou au manque. Il eut sa réponse quand il se vit remettre le masque. Elle était toujours là, à peindre sur la toile. Il fut soudain pris d'un vertige. Que peignait-elle ? Ses doigts refusaient de commander à son regard de contourner le chevalet pour jeter un œil à la toile. Que peignait-elle ? Ça faisait certainement des mois qu'il l'observait, sous tous les angles, qu'il la voyait. Mais elle, que voyait-elle ? Que peignait-elle ? Qu'avait-elle besoin d'exprimer ? Le pouvait-elle simplement ? Ça n'avait pas de sens, c'était ridicule. Elle ne peignait certainement rien du tout. Elle faisait comme si, mais il était incapable d'avancer. Il dut convoquer tout ce qui lui restait de raison pour trouver le courage d'amorcer un mouvement qui fût stoppé net. N'approche pas, je n'ai pas terminé. C'est toi que je peins. Il retira le masque de réalité virtuelle. Gaspard ne s'est pas tout de suite aperçu qu'il était terrifié. Lui qui avait créé le monde de Louise, lui qui croyait tout contrôler, qui avait projeté son regard vers elle sans aucune barrière, il se trouvait maintenant paralysé. Il était dans une boucle infinie. Retirer le masque lui était insupportable, mais faire face à Louise et au pouvoir qu'elle avait repris sur lui était tout aussi insupportable. Elle ne pouvait pas. Elle n'était même pas réelle. Comment pouvait-elle l'empêcher d'appuyer sur un simple bouton pour avancer et regarder la toile ? Il enlevait le masque, puis le remettait, puis l'enlevait et le remettait encore et encore. À certains moments, il ne savait même plus s'il l'avait sur le visage. Pour vérifier dans quel monde il était, au lieu de toucher son visage, il allait dans son appartement, qui était bien moins réaliste puisqu'il n'avait pas modélisé les détritus, la crasse et le désordre. Il perdit la notion du temps, jusqu'à ce que la voix de Louise lui fasse un électrochoc. « J'ai terminé. » Elle n'était plus à son chevalet. Gaspard fixa la toile. Quelle serait son image ? Je n'ai pas d'image. Il songeait alors au fait qu'il ne s'était pas vu dans une glace depuis tellement longtemps. Il chassait cette pensée. Qu'était-il ? Comment Louise le voyait-elle ? Qu'avait-elle peint de lui ? Qu'avait-il laissé échapper pendant son sommeil ? Qui aurait pu construire une vision ? Est-ce que le masque de réalité virtuelle était encore sur son visage ? Il était comme hypnotisé, fatigué de vérifier si le monde était virtuel ou non. Il abandonna, ou plutôt, il s'abandonna à la curiosité de son regard. Si léger, il avança et contourna la toile pour la contempler. Ce fut alors comme des spasmes, un choc électrique, la panique, la terreur, le désespoir, la tristesse, la honte, tout cela en un seul coup. Sur la toile, il voyait ses os, ses joues creusées, ses yeux exorbités, le regard avide de prédateur qui laissait entrevoir ses fantasmes les plus inavouables. Est-ce qu'il projetait sur cette toile ? Avait-il même les yeux ouverts ? Il était par terre, recroquevillé, dans l'appartement de Louise. C'est à ce moment qu'il put remarquer la tache rouge sombre sur le pied du chevalet. Il le savait, cette tache, il ne l'avait pas modélisée. Ça ne pouvait pas être le monde qu'il avait modélisé. Peut-être un rêve alors ? Quelle différence ? Par la fenêtre de Louise, il put constater que les rideaux de son propre appartement étaient grands ouverts, ainsi que sa porte d'entrée. Était-il entré chez Louise par effraction ? Lui avait-il fait du mal ? Il ne faisait pourtant rien de mal. Personne n'était au courant, c'était entre lui et lui. Que faisait-il dans ce salon, à moitié nu, squelettique, incapable de bouger ? Quand il entendit Louise entrer dans la pièce, pousser un cri de terreur et appeler le SAMU, il se surprit à espérer qu'il s'agisse du vrai monde, qu'il s'agisse de la vraie Louise, du vrai SAMU, de la vraie vie, et pour la toute première fois depuis des semaines, tandis qu'il sentait ses yeux se fermer doucement, il prit la mesure complète du poids de son regard.
J'espère que tout va bien de ton côté, que tu es toujours d'attaque pour rendre visite à l'oracle, pour en savoir plus sur ton avenir et sur ton présent. Alors, je dois te prévenir que c'est assez étonnant. On peut lui rendre visite à plusieurs, mais on n'entendra pas la même chose et on gardera pas les mêmes images. Alors tu respires un bon coup, faut essayer de penser à rien, et faut que tu laisses ton esprit s'accrocher tout seul à des mots. Certains vont ressortir, vont te toucher. On va rester à l'intérieur pendant 1 minute, et des images vont se former doucement si tu lâches prise. Mais n'hésite surtout pas à partager ton expérience en commentaire. On y va ? L'estimation, comme les taillés, nous la conserve toujours dans la cour, toujours une saison et j'arrive vite dans le ciel, de cette façon, toujours la respiration groseille, le muscle dans le repartu, la conscience spécialiste, et le linge phénoménal, l'aquarelle caractéristique, toujours mélangé à ça. L'entrée sous des nues lorsque je masque vernis et qui conserve l'agilité. Le caractère d'une chose, le cheminée, le canesse de jason de temps, adapté, situé, comme ces cartes marquées, petits points bleus, formés, que l'on dissèque nouvelles. Si vous en croyez à l'estrage, les plus grands tourments, traqué et le maniement des proies au-dessus toujours serein des lettres bien ainsi cultive. Voilà. Et une fois j'y suis resté pendant 2 heures, mais il faut faire attention, c'est quand même un petit peu dangereux. Je passe prendre ma lampe torche et ensuite on se motive pour aller dans la forêt retrouver Sergio pour autopsie d'un cauchemar. Cette nuit, nous sommes dans la forêt, à côté du phare, avec Sergio, qui va nous parler de ses cauchemars. Bonsoir Sergio. Bonsoir. Pourquoi est-ce que tu as choisi la forêt ? Je me sentais pas trop bien dans le phare. Je sentais un peu des présences, des bruits, des regards et tout. Je vais te poser la question que je pose à tout le monde. C'est quoi ton rapport avec le paranormal, de manière générale ? C'est un truc que j'accepte. J'ai pas trop de maîtrise, on va dire, sur à quel point ça peut être présent ou pas dans ma vie. Je ne nie pas que ça existe, quoi. J'y crois, mais j'essaye de, moi, pas m'en protéger, mais de pas chercher des problèmes, en fait. Par exemple, ça m'est arrivé d'arriver dans des endroits et je pense que c'est hanté. Je vais essayer d'être respectueux du lieu, en fait, de pas faire trop de bruit, ou limite si je vais déplacer un truc, je vais l'annoncer en m'excusant et tout. Je peux parler tout seul. Donc ouais, j'y crois quand même pas mal. Mais je vais pas pratiquer par exemple des trucs ésotériques ou... Est-ce que tu vois un lien entre cette existence dans ta conception du monde du surnaturel, du paranormal, et tes rêves et tes cauchemars, et est-ce que tout ça c'est lié ou est-ce que c'est 2 choses complètement différentes pour toi ? Ça peut être lié pour moi, mais après j'accepte qu'il y a aussi une grosse part de mon inconscient qui va les influencer, donc en fait... Même si parfois il y a des trucs qui peuvent paraître externes, c'est de ta faute. Tu vois, c'est ton cerveau qui t'entraîne. Il s'entraîne avec tes peurs. Tout comme le paranormal se nourrit de nos peurs aussi. Donc ça va être très lié à ce qui nous fait peur. Donc ça remet en question beaucoup de trucs de mon enfance un peu plus paranormal. Je te raconterai quelques trucs et tout et tu me donneras ton feedback aussi. T'as des
cauchemars et des rêves en tête que t'aimerais me raconter cette nuit ou... Ouais. En fait, moi, il y a un truc trop marrant, c'est que parfois, je parle dans mon sommeil. Quand je parle dans mon sommeil, je parle dans ma langue maternelle. Et souvent, dans ces rêves-là, j'arrive pas à parler. J'essaye de dire quelque chose ou de crier et ça sort pas dans le rêve. C'est arrivé plusieurs fois que je me réveille en train de crier. Lorsque j'essaie de me rappeler de mes rêves et tout, quand je suis réveillé, je me les remémore en français. Mais je suis pas sûr de, quand je rêve, est-ce que c'est en français ou est-ce qu'il y a juste zéro langue et c'est juste de l'information. Il y a pas très longtemps, juste un peu avant que tu m'appelles, j'ai fait 2 cauchemars d'affilée parce que c'était un moment où j'étais un peu, je pense, stressé et fatigué et surmené et tout. Mais il y en a un, il était bien flippant. Je me souviens juste d'une scène et je crois que c'était un rêve qui impliquait un peu l'atelier 7 ou en tout cas on était dans un lieu qui était similaire au monastère. Ouais, pour rappel, avec Sergio, on s'est rencontrés à l'atelier 7, donc un dispositif de résidence de cinéma. Dans ce rêve-là, je suis devant le porche de cet endroit. Je vois qu'il y a un démon, genre ce que moi j'interprète comme un démon. Et dans le rêve, je sais que c'est un démon. C'était une espèce de créature. Au début, c'était comme une espèce de boule, je pense, qui était posée sur un truc, qui était pas très humain, tu vois, c'était vraiment de la plume, c'était tout noir, tu vois, c'était genre comme un espèce de truc très sombre, très dense. De la plume, comme un oiseau? Soit de la plume, mais en tout cas, soit une fourrure, mais je me rappelle qu'il y avait quand même un truc très dense et que, en fait, on distinguait pas des traits ou genre une morphologie parce que c'était genre une masse noire un peu. Sa présence me dérangeait et pour faire réagir ce truc-là, j'ai écrasé une clope sur son épaule et en fait il a pris feu et ça m'a fait culpabiliser un peu ou alors j'ai pris peur parce que j'ai cru qu'il allait me niquer et du coup en fait j'ai essayé d'éteindre le feu après, tu vois, je l'ai éteint et en fait à ce moment-là le truc il s'est réveillé. En fait, il a pris une apparence plus humanoïde, mais un peu flippante, où c'était un peu mi-humain, mi-bête, tu vois, genre... j'arrive un peu à le visualiser, mais je sais pas à quel point c'est de l'interprétation post-réveil, tu vois, d'un truc que j'ai essayé de reconstruire, et à quel point c'était comme ça dans le rêve. Une fois que je l'ai touché, je me souviens des yeux, tu vois. Des yeux très démoniaques, genre très enflammés, très jaunes, tout. Vraiment cliché, tu vois, un truc pas vraiment très original. Mi-goat, mi-corbeau, mi-humain et tout. Mais en fait, le truc, c'est que quand j'ai fait ça, ça a révélé sa forme humanoïde. En fait, le truc, il a souri, mais en mode mi-seum, mi-malicieux, en mode je vais te niquer, tu vois. Mais il est parti comme ça, en souriant, en mode en suspense. Et en fait, pendant qu'il partait, moi je le regardais et j'essayais de crier genre au revoir, tu vois, mais dans ma langue maternelle, tu vois. J'essayais de lui crier au revoir, pas adieu ou quoi, genre, mais juste en mode comme si on va se revoir, tu vois, mais au revoir. Et en fait j'essayais de crier, mais ça sortait comme ça. Et en fait ça sortait pas et je dormais avec ma copine. Et à un moment je me suis réveillé. Elle m'a dit ah ouais bah t'étais en train de parler et tout dans ton rêve et tout. Et je lui dis ouais, j'étais en train de dire au revoir, tu vois, parce que moi à ce moment-là quand je me suis réveillé, je me souvenais de vraiment tous les détails, c'est parce que j'ai pas eu c'était pas un réveil du matin, c'était vraiment un réveil en pleine nuit et du coup, j'étais plus dans le rêve et je savais que j'étais dans la réalité, mais en même temps bah du coup quand je me réveille, je sais que j'étais en train de rêver, mais c'était important ce que j'étais en train de dire au revoir, et tout. Et elle a pas compris et le lendemain, j'ai un peu processé le truc et tout. Et le lendemain, j'ai refait un autre cauchemar. Et pareil, et franchement, ces 2 cauchemars, ils m'ont grave nourri en termes de costume design, tu vois. Genre, déjà, ce truc-là de la bête, genre, ça m'a grave donné des idées. Et il y a une autre entité que j'ai vue le lendemain, tu vois. Genre, 3 entités, mais un peu plus bizarres. T'es toujours en train de bosser, Sergio, en fait, tu t'arrêtes jamais, même quand tu dors. Bah, faut rentabiliser. Et le reste du temps, en fait, comme je fais des rêves un peu random et tout, je les interprète un peu moi-même, tu vois, je cherche pas à trouver des significations. Mais là, comme ça me dépassait un peu ce truc du démon, j'ai utilisé ChatGPT. Et je lui ai dit, écoute,
on va avoir une conversation pas trop rationnelle, donc essaie pas d'être un ordinateur, essaie pas de me donner des trucs de Wikipédia, juste mets-toi à la place de genre quelqu'un qui croit au rêve et tout, tu vois, je l'ai briefé en mode mets-toi à la place, et je lui ai expliqué ce rêve-là, et il a dit, et j'ai mon ordi, si tu veux, on pourra lire ce que ChatGPT a dit sur mes rêves, et en fait, ouais, je suis juste une grosse merde en fait, et j'ai des peurs, et des trucs que j'assume pas dans la vraie vie. Du coup, ça vient dans les rêves, quoi. Voilà. Raconte du coup le deuxième, attends. Ah, là, le tu deuxième nous teases le truc, mais... Deuxième rêve, gros classique dans mes rêves, il y a des courses-poursuites. Et j'adore, c'est des rêves très ludiques. Et je me souviens plus de tout le truc, mais je sais qu'à un moment, je suis dans une voiture de police. C'est très rare que ce soit la police ou des trucs d'autorité, mais là, c'était la police. Et en fait, j'étais à l'arrière de la voiture, je m'enfuis de la voiture et je m'abrite dans une maison. Dans l'étage du bas, il y a une inondation qui apparaît. Et cette inondation fait venir la police. Et en fait, l'inondation se passe comme dans un étage inférieur, mais il y a comme un trou et du coup, tu vois comme un cube, tu vois une pièce en fait en bas. Et dans cette pièce-là, elle était toute blanche avec l'eau qui se remplit. Et il y avait des créatures, des silhouettes un peu fines, tu vois, genre comme des combinaisons un peu toutes blanches, tu vois. Des silhouettes un peu, je mime un peu, tu vois, un peu comme ça et tout. Avec des visages un peu de chat, mais pas du tout animal, tu vois, vraiment tout lisse. Et ça faisait qu'un avec l'uniforme, ils avaient des visages un peu... Ils étaient tout blancs. Et genre, ils faisaient aucune expression, tu vois, avec des yeux tout noirs, ouais. Ils étaient plutôt accroupis, plutôt à deux doigts d'être un peu... Je pense même que tu sais, il y avait un truc de un peu Spider-Man, tu vois, dans leur posture. Ça faisait très spectacle contemporain, tu vois, un peu dans le délire, dans leur gestuelle et tout. T'as dit que la salle entière était blanche? Ouais. Et eux, ils sont aussi blancs. Mais c'est-à-dire la salle est blanche, les murs sont blancs ou c'est En l'eau fait, qui... ouais, je pense que c'est comme si c'était un peu une... En fait, ça faisait un peu science-fiction, cette partie-là, contrairement au reste, où en fait, c'était peut-être des murs tout lisses, tout blancs, mais peut-être qu'on va parler technique, avec la température de couleur, les reflets de l'eau et tout, j'arrivais à distinguer ces trucs-là, donc je me suis pas posé la question de c'est blanc sur blanc et tout, mais c'était une pièce un peu froide, en tout cas avec de l'eau qui se remplissait, avec ces trois créatures qui étaient en train de peut-être paniquer, je sais pas, mais qui nous observaient en fait nous dans cette maison avec les keufs autour. Et moi, je voulais m'enfuir par genre une fenêtre qui était à l'arrière, et en fait il y avait un portant devant moi. Et en fait, moi, j'essayais de trouver un outfit pour me déguiser pour pas que les keufs me reconnaissent. Et il y avait genre une amie d'enfance que je connais et tout, et ma copine. En fait, et les deux, elles étaient en train de donner des avis sur est-ce que cet outfit est bien ou pas. Et j'étais un peu bloqué sur ça. Je sais que je me suis réveillé d'épuisement de ce rêve et tout. Ça m'a marqué comme un cauchemar aussi parce que c'est rare que je vois des trucs pas très humains dans mes rêves, et ça faisait 2 nuits d'affilée où je voyais des créatures un peu qui sortent de peut-être d'environnements que je reconstruis dans mes rêves qui sont très familiers, ou en tout cas peut-être plus terre à terre, et là c'était quand même assez donc je les ai un peu interprétés post-rêve comme des démons aussi. Ça m'a vraiment terrifié quand tu as reproduit leur expression de visage félin tout à l'heure, mais c'est pas très radiophonique malheureusement, mais imaginez-vous un hibou. Un genre de hibou, oui, mais avec un visage félin et des yeux noirs, c'est quand même une vision que je trouve assez troublante. C'est cool parce que là on est en train de parler de la partie des rêves un peu rationnels et pas très surnaturels, mais après je vais te raconter un autre truc un peu plus mystérieux que j'ai toujours pas réussi à comprendre, ni mes proches et tout. Est-ce que tu veux qu'on regarde ChatGPT pour voir un peu ce que ça disait sur ces rêves-là? Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de regarder ChatGPT. Tu l'as déjà fait aussi? Non, j'ai un petit blocage avec l'intelligence artificielle. Moi, tu sais, je suis un puriste de l'intelligence humaine.
Ton rêve semble rempli de symboles puissants qui peuvent être interprétés de différentes manières. Voici quelques pistes pour explorer ce qu'ils pourraient signifier. Ok, en vrai, il m'a mis d'accord le bâtard. Genre ChatGPT, parfois c'est mieux qu'un psychologue. Les maisons dans les rêves représentent souvent le soi, ton espace personnel ou ton état intérieur. Être face à une maison pourrait suggérer que tu es confronté à une partie de toi-même ou à une situation liée à ta vie personnelle ou intérieure. Jusque-là, je dis pas non, tu vois. T'en penses quoi déjà, les maisons et tout Pourquoi pas, Ça peut faire écho à certains rêves ou des trucs... Ça peut complètement, mais en fait ça dépend quel bâtiment. C'est pas une maison en soi, c'est comment est-ce que tu conçois cette maison, qu'est-ce qu'elle représente pour toi et tout ça. Forcément, c'est toujours un langage interne. Les rêves, c'est pas. C'est pour ça, tu sais, tous les dictionnaires, des symboliques, des rêves et tout, c'est toujours, à mon sens, un peu du flan, parce que même s'il y a des choses qui culturellement se regroupent, se recoupent, déjà, ça dépend des cultures. Et ensuite, c'est très individuel. Quelle interprétation tu vas mettre dans un symbole. Mais grille de lecture. Mais bon, faut voir. J'attends la suite. Le démon, dans les rêves, symbolise généralement des peurs, des angoisses ou des aspects de soi-même que l'on trouve effrayants ou difficiles à affronter. Le fait que ce démon t'ignore pourrait signifier que tu es confronté à quelque chose qui te perturbe, mais qui ne te reconnaît pas encore comme une menace. Le fait que le démon prenne feu et que je l'éteigne pourrait refléter un processus où j'essaye de gérer ou de contrôler une situation difficile ou une émotion intense. Ça, pourquoi pas. Cette notion, en effet, de vouloir gérer quelque chose, hop, tu lui fais prendre feu, oh mais non, en fait, tu l'éteins, il y a une volonté de contrôle, en tout cas, ouais. Ensuite, le sourire du démon avec le seum, ChatGPT a dit ce détail est intriguant. Merci. Le sourire pourrait suggérer une certaine acceptation ou compréhension, tandis que le seum indique de la frustration ou de la colère. Il est possible que cela symbolise une partie de moi-même ou une situation qui est à la fois acceptée et ressentie comme frustrante et inévitable. Je me demande si c'est comme l'horoscope où tu sais, il dit des trucs random un peu génériques et du coup quand c'est un peu universel. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle pour l'instant est très douée pour mimer de la parole et de mettre des mots ensemble qui veulent dire des phrases et qui sont certainement les phrases les plus sensées dans certains contextes. Donc je sais pas si il y a forcément une vraie intelligence derrière tout ça, mais en tout cas ça mime très très bien le langage, quoi. Moi pour l'instant en fait, ça me parle en fait, tu vois, je me dis c'est une façon plus terre à terre de comprendre ce rêve, quoi, tu vois, par exemple. Il a pas cherché loin le frérot, tu vois. Mais ça m'a permis de démystifier un rêve que au début je l'ai vécu vraiment en mode premier degré de façon très intense. Et en fait après le fait de le décortiquer, je suis d'accord avec toi sur le truc où il mime un langage. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais moi je m'attends aussi à ce qu'il se nourrisse de bases de données, d'interprétation de rêves ou de choses pour construire ça. Ah oui, complètement. C'est du machine learning, donc vraiment il s'appuie sur tout un corpus de gens qui parlent de rêves. Donc il dit pas n'importe quoi. Moi je pense que c'est censé. Après c'est pas de l'intelligence dans le sens où est-ce que ça connecte vraiment tout bien les trucs entre eux. Ça dépend, mais en tout cas oui, là il y a des trucs qui sont censés. C'est vrai qu'en ce moment là, il y a ça, il y a ce questionnement là, il y a ce truc là, il y a ce truc là stressant. Je pense que j'ai été dans des terrains plus inconnus, dans mon état psychique et tout, dans la vie réelle. Et du coup, c'est normal que même des trucs nouveaux apparaissent dans mes rêves. Tu penses à quoi en particulier pour ta vie et ce qui se passait? Rien de ouf, mais je pense que genre quelqu'un dans ma famille qui est malade en ce moment, tu vois, plein de trucs comme ça, des remises en question personnelles, tu sais, mélanger un cocktail un peu de trucs intenses. En fait, je suis habitué au stress de base, donc je le gère assez bien et j'aime bien le stress en général, donc c'est quelque chose que j'ai un peu apprivoisé, mais peut-être que là c'est d'autres types de stress ou des éléments un peu nouveaux aussi, comme je te dis, soit d'événements extérieurs sur lesquels j'ai pas de contrôle. Mais c'est intéressant de voir que ça recoupe
la notion de contrôle, que tu dis, en fait, il y a des nouveaux éléments dans ta vie aussi, de choses où t'aimes bien le stress, tout ça, mais là, c'est du stress sur des choses où t'as aucun contrôle dessus. Ouais. Et comme de par hasard, tu te retrouves avec ce démon que tu essaies de contrôler et en fait, il s'en va, il te calcule pas, il sourit, t'es là en mode quoi et t'essaies d'avoir une interaction avec lui pour contrôler cette situation en lui disant au revoir, d'avoir un impact et ça sort même pas, vraiment, c'est une perte de contrôle totale, quoi. Depuis quand tu dis au revoir, on te répond pas en fait? J'avoue, j'ai écrasé une clope sur son épaule, mais... Bah, t'as le physique pour écraser des clopes sur l'épaule des gens sans qu'il t'arrive trop de bricoles normalement. Donc j'imagine que t'étais plutôt serein. Ce que t'as dit, en tout cas, ça, c'est représentatif du contrôle que j'essaie de garder, même parfois dans des moments où il y a du chaos et que j'accepte. Mais c'est vrai que, en vrai, ouais, t'as démystifié encore plus mon rêve, dans le sens où, en vrai, ça représente vraiment comment je pourrais agir face à des difficultés dans la vie réelle et peut-être tenir tête à une situation et ne pas accepter justement ce truc que t'as pas le contrôle sur ça ou que t'as pas la responsabilité sur ça et que parfois il y a des trucs un peu extérieurs aussi. Et presque j'ai l'impression l'intérêt que ce soit un démon, donc pas un être naturel mais surnaturel, et ben c'est que ça vient rajouter cette notion dans ton rêve de ah oui non là c'est pas un truc que tu vas pouvoir gérer comme d'habitude. C'est pas juste un mec qui te fait chier que tu veux virer parce qu'un mec qui te fait chier tu le vires toi. Là c'est un gars, il y a d'autres lois. Il appartient à un autre monde et il sourit et il s'en va. Tu peux rien y faire en fait. Et comme je t'ai dit, je suis quelqu'un qui a un peu peur du surnaturel de base et j'essaie de pas déconner avec. Donc je pense que le truc que dans mes rêves, dès qu'il y a des trucs un peu surnaturels qui apparaissent, bah même là le fait que dans mon rêve je regrette instantanément le fait d'avoir écrasé une clope dessus, c'est parce que je sais que au final c'est pas une situation sur laquelle j'ai de la maîtrise et que là j'ai un peu trop déconné, tu vois. Peut-être que c'est mon cerveau, encore une fois, qui s'entraîne à accepter des choses qu'il n'a pas l'habitude d'accepter, en fait. Plus de funkiness, un peu, ça ferait du bien. Ça nous amène directement à ce fameux rêve que tu me teases depuis le début, là, le dernier que tu voulais me raconter, qui remonte un peu dans ton passé, si j'ai bien compris. C'est pas un rêve. En fait, c'est un peu plus deep que ça. C'est que... Déjà, pourquoi les choses ésotériques et tout, j'y crois, c'est parce que déjà, tous les bleds, ils ont un peu des cultures ésotériques. Il y a toujours un peu du chamanisme, de la sorcellerie, de la voyance, il y a toujours des traditions, tu vois, qui viennent d'autres choses que les catholiques et les chrétiens ou les religions monothéistes. Donc il y a des trucs un peu qui existent, tu vois, des traditions. Et en fait, du côté de mon père, j'avais 2 grands-mères parce qu'elles étaient sœurs, donc c'était un peu mes 2 grands-mères du côté de mon père, qui étaient un peu dans ça, elles lisaient des cartes. Il y avait aussi une tradition de chez moi, tu lis au fond de la tasse de café que tu retournes des gens qui boivent et tout, en même temps que du tarot, tu vois, genre plein de trucs et tout comme ça. Donc je sais qu'elles étaient elles étaient dans ces trucs-là, donc j'ai un peu grandi avec ce truc-là et j'ai même vu tu vois, quand tu mets des objets pour porter malheur, en fait, j'ai vu des trucs, genre, tu sais, chez des gens, même j'en ai déjà retrouvé, on en a déjà retrouvé chez moi, où c'est comme des espèces de gris-gris, tu vois, où par exemple on va mettre une malédiction, on va le cacher dans l'armoire d'une famille, pour qu'il arrive des trucs chez cette personne-là, et en fait, c'est des croyances qui sont très solides chez moi et tout, tu vois. Excuse-moi, t'en as déjà retrouvé chez toi? Pas moi. Quand j'étais petit, dans notre maison du bled, quand on a déménagé, on a retrouvé. Et ouais, mon père aussi m'avait raconté une fois une autre anecdote. Je suis né à Moscou et j'ai grandi en Arménie, tu vois. Genre la maison, enfin l'appart que mon père il avait acheté, il y avait un couple qui vivait dedans avant notre arrivée. C'est une maison que mon père il avait eu pour pas trop cher, tu vois, un appart qu'il avait eu pour pas trop cher. La femme était devenue zinzin, elle était morte et le mec en tout cas la femme était morte et le mec il s'était suicidé et c'était un ancien militaire, je sais pas, mais en tout cas il y avait eu un truc très sombre dans cette maison et pendant que ma mère était enceinte à l'hôpital, lui pour un peu nettoyer cette maison de tout ça et tout, il s'est dit je vais la rénover, tu vois, je vais faire des travaux, je vais repeindre les murs, je vais vider, il a enlevé tous les meubles, tous les trucs et tout. Et apparemment, il était avec son pote et pendant qu'ils étaient en train de démonter le rideau de la chambre du couple, ils ont trouvé une espèce de poupée en forme de diable
derrière le rideau, ils se sont regardés. En fait, là, c'est comme un espèce de savon. Le truc, il a glissé de leurs mains, il est tombé par la fenêtre, et quand ils sont descendus, il était plus là, tu vois. Ah ouais, genre le truc s'est enfui. Le truc, il s'est enfui, ou il a disparu, ou je sais pas. Mais ça, pour le coup, c'est une histoire que mon père m'a racontée, tu vois. Mais c'était quelqu'un de plutôt rationnel, tu vois. C'était pas quelqu'un comme nous qui peut discuter de choses comme ça, tu vois. Donc venant de lui, j'ai cette histoire. Là où ça c'est devenu un peu chelou, c'est que à partir de mes 6 ans, il a commencé à arriver un truc bizarre avec moi. Et que, genre, jusqu'à aujourd'hui, genre, tu sais, quand j'en parle avec ma mère, elle a la chair de poule et tout, c'est que, genre, j'ai commencé à très régulièrement, à certains moments, toutes les nuits, à me réveiller, genre, à une heure très précise. Ça devait être vers 2 heures du matin, à faire des espèces de terreurs nocturnes, où en fait, j'étais pas moi-même. Je parlais dans une langue que personne comprenait. Je hurlais. Il est arrivé que je veuille sortir de la maison, j'ai un endroit où je veux aller et tout. J'étais un peu possédé, tu vois. Et je faisais des épisodes comme ça ça durait peut-être 1 heure, peut-être pendant 2 heures et tout. Et après, j'allais m'endormir. Et après, le lendemain, je me réveillais. Parfois, avec des vagues souvenirs, parce que je pense qu'il y a des moments où on m'a un peu réveillé. Donc, j'étais à moitié réveillé, à moitié de ça. Donc, j'ai un peu des flashs de ça. Et on en parlera plus tard. Mais il y a un truc dont je me souviens. C'est que quand ce truc-là, il m'arrivait, j'avais des effets secondaires un peu avant et après, ou par exemple un peu des déformations de la perception, où je sais que par exemple quand je regardais mes mains, elles me semblaient plus loin que ce qu'elles étaient, tu vois. Comme si la focale de mes yeux était passée en hyper grand angle d'un coup. Et il y avait aussi un truc de, genre par exemple si tu mets un grain de riz au creux de ma main, elle me paraissait peser beaucoup plus lourd, tu vois. Genre il y avait un truc de sensation un peu déformée. Et quand ce truc-là, ça m'arrivait, ces 2 symptômes, j'étais en mode putain, ce soir, ce truc-là, ça va arriver. Et quand je me réveillais, j'étais encore un peu dans une descente de ce truc-là, tu vois. Bref, ça a duré peut-être... ça a commencé quand j'avais 6 ans, ça s'est arrêté quand j'avais 11 ans, ça s'est arrêté parce que je suis venu en France, et un jour, ça me l'a refait. Mon grand-père l'a vu, il a dit, faut qu'on aille le baptiser, et depuis qu'on m'a baptisé, ça a disparu, gros. Donc, je peux pas ne pas croire que ce soit les religions ou les choses un peu immatérielles. J'ai quand même ce truc-là. Pendant tout ce temps-là, quand ça arrivait, j'ai vu des psychiatres, on m'a scanné le cerveau, on m'a amené dans des trucs spécialisés, on m'a amené voir des voyantes, on m'a amené voir des gens, tu vois. Donc c'était un truc on n'a pas trouvé de réponse claire à ça, mais c'était pas forcément quelque chose de psychiatrique. En tout cas, c'était un truc externe, tu vois. Du coup, tout ça, là, ça s'est passé en Arménie. Ça s'est passé en Arménie. Pour que tu comprennes, moi, je suis venu en France à mes 10 ans pile. J'ai été baptisé quand j'avais 11 ans, tu vois. T'as des souvenirs, alors, de choses où tu t'es à moitié réveillé, des choses... Oui. Il m'est arrivé quelques fois d'être à moitié éveillé quand ce truc-là, il m'arrivait. Et donc d'avoir un peu des bribes. Un truc qui m'a marqué, c'est mon père qui me menace avec un couteau pour voir si je bluffe. Et encore une fois, tu sais quoi? Je saurais pas te distinguer si c'est un vrai souvenir, à quel point c'est réel. Mais par exemple, j'ai cette image-là. Quand je repense à ces trucs-là, j'ai cette image-là. C'est des images que j'ai entretenues depuis cette époque-là. Donc c'est un peu comme les rêves qui te marquent quand t'es enfant. Tu les oublies jamais parce que tu les as gardés un peu dans un coin de ton cerveau. À un moment, ça m'arrivait en journée. En fait, ce truc-là, ça m'arrivait que je fasse des crises comme ça en journée. Mais en journée, tu faisais quoi? T'étais genre à l'école? Une fois, je me souviens, j'étais allongé. En journée, j'avais de la fièvre et tout. J'étais en train de faire ça. Il y avait des gens qui étaient venus me rendre visite pour voir si j'allais bien. Je crois que c'était une semaine ou un truc où j'étais dans une pleine crise de ça. T'as eu genre plusieurs jours d'affilée où c'était un problème connu, t'étais en crise? Non, mais ça a duré des années, en fait. Ça a duré des années. Par exemple, j'ai une tante que jusqu'à aujourd'hui, c'est la sœur de ma mère et tout, tu vois, j'en ai en contact. Et avec elle aussi, on en parle. Un jour, elle croyait que je faisais ça pour attirer l'attention ou un truc d'enfant ou peut-être truc. Un jour, elle m'a pris, elle m'a jeté dans un bain d'eau glacée et j'ai pas réagi, en fait, tu vois. Et là, elle a flippé. Et bref, c'était des trucs trop chelous comme ça. Mais je me souviens à un moment où j'étais à moitié réveillé et à moitié endormi.
je sais que je voulais sortir de chez nous parce que je voulais rejoindre une fille qui se trouvait dans une forêt à côté d'une cascade. Et du coup, je voyais la fille, je voyais la cascade, je voyais la forêt, la fille, la cascade, la forêt. Elle essayait de me dire un truc et moi, il fallait absolument que je sorte, tu vois. Mais genre à 2h du mat, tu vois. Et genre au début, mes parents qui me regardent ouvrir la porte et tout, presque à moitié tout nu, tu vois, en train de sortir et tout, pour voir jusqu'où ça continuait. À un moment où ils voient que je suis vraiment sur le point d'aller quelque part, bah ils me retiennent et tout. Et là, je commence à faire ma crise en mode à crier et tout. Mais avant ça, je suis calme, tu vois. Je suis un peu comme somnambule un peu, tu vois. Et dès qu'on essaie d'interagir, ça me faisait ça, tu vois. Tes parents essaient d'interagir avec toi pour éviter que tu partes juste dans la forêt, quoi. Et à ce moment-là, tu te mets à crier, toujours dans cette langue inconnue. C'est impossible de communiquer avec moi à ce moment-là, parce que je parle un truc qui ressemble à du japonais, phonétiquement. Genre, on dirait que je parle japonais. Parce que plus tard, quand j'étais plus dans mon adolescence et tout, parfois t'essaies d'imiter le japonais, t'essaies d'imiter des langues et tout. Et quand j'essayais d'imiter le japonais, ma mère, ça triggerait un truc chez elle, tu vois, en mode, fais pas ça, tu vois, genre, tu vois. Et du coup, je parlais un truc un peu bizarre, tu vois, genre, une sonorité qui ressemblait en rien à ma langue maternelle. C'était un truc un peu étranger qui sortait de moi. Et après, quand j'étais en primaire, à un moment, on me donnait des calmants, enfin des somnifères pour que je sois shooté et que je fasse pas ces rêves-là, enfin ces épisodes-là, tu vois. Je crois que c'était quand j'étais l'équivalent du CP là-bas. Et du coup, pendant un moment, ça marchait, sauf que quand j'allais en cours, j'étais pas concentré, tu vois, j'arrivais pas à suivre parce que tu te réveilles, t'es sous médoc et je pense, tous les soirs, je prenais ça avant de dormir. Je me souviens même pas que je prenais ça, mais je sais que, tu vois, à ce moment-là, j'étais un peu shooté. Il t'assommait chimiquement pour pas que tu puisses avoir d'énergie pendant la nuit, quoi. C'était un sommeil artificiel. Exact. Et en fait, du coup, la journée, j'étais épuisé et ma prof l'a remarqué, tu vois. Elle est partie voir ma mère pour en parler avec elle. Ma mère, elle en pouvait plus, elle lui a tout déballé, elle lui a raconté toute l'histoire et tout. Elle l'a regardé et lui a dit, en mode choqué, en mode, ouais, mon fils aussi, il fait ça. Et genre pareil, tu vois, genre exactement le même truc et tout. Et le seul point commun qu'on a trouvé jusqu'à présent avec son fils, enfin jusqu'à présent, genre je passe pas ma vie, mais à cette époque-là, tu vois, le seul point commun qu'on a trouvé, c'était notre date de naissance, tu vois. Mais sinon, il n'y avait pas d'autre point commun. Mais donc je sais pas si c'était lié à la date de naissance, je pense pas. Vous êtes nés exactement le même jour ? On était nés exactement le même jour, pas au même endroit, mais je sais pas si c'est une donnée importante dans tout ce truc-là. Pour être honnête, la seule piste un tant soit peu rationnelle que j'ai pour l'instant, c'est peut-être une intoxication due à l'eau ou quelque chose. Tu sais, parfois il y a des tuyauteries en plomb qui peuvent donner certaines maladies. Après, c'est passé dans des endroits géographiques très différents, parce que donc c'est bizarre quand même, c'est très étrange. Ouais. Donc ça m'a suivi jusqu'en France quand même, où ça m'est arrivé quelques fois. En fait, c'est pour ça, par exemple, tu vois, quand j'étais baptisé, on m'a mis cette croix de baptême, tu vois. Et c'est vrai que quand je l'ai pas, peut-être c'est psychologique, mais je me sens pas moi-même, tu vois. Donc j'ai l'impression que c'est un truc un peu qui me protège pour de vrai, tu vois. Mais peut-être encore une fois, c'est psychologique, mais je sais que une fois, il y a un mec qui a essayé de me l'arracher. J'ai failli le tuer, tu vois. Parce que je l'avais pas sur moi. Et je pense que si je l'avais sur moi, j'aurais plus gardé un contrôle, tu vois. Mais juste à ce moment-là, j'étais hors de moi, tu vois. J'étais dans un état, genre, même après, moi, j'ai pas reconnu, tu vois. Et pourquoi il a essayé de te l'arracher ? Bah, tu sais, genre les mecs dans Paris qui essaient de t'arracher ta chaîne et tout. Et en fait, bah, j'étais assez vif, j'ai rattrapé ma chaîne et tout. Et juste après, j'étais dans un état hors de moi, tu vois. Parce que ça a touché à un truc intime de la chaîne et tout ce que j'associe à ça. J'ai justement à ce moment-là, genre ça m'avait un peu rappelé ces histoires-là où je m'étais dit ok, faut pas que je quitte, même pendant l'atelier 7 à un moment, d'être dans cet environnement-là aussi où on avait l'impression qu'il y avait quand même une vie parallèle à nous, où, tu vois, c'était un lieu chargé de trucs et tout. Bah j'étais pas serein sans ma croix. Alors quand j'avais la croix, j'étais plus serein, tu vois. Moi je tiens à préciser que pendant tout l'atelier 7, j'ai réussi à mener une vie totalement terre à terre et je n'ai vraiment vécu aucune expérience. Après c'est parce que c'est aussi ma manière de voir le monde et la vie, et certainement certains diraient que je suis pas réceptif, tout simplement. Mais c'est vrai que je suis assez étonné d'entendre à chaque fois, tout le monde décrit ce monastère comme un lieu vraiment très chargé. C'est un truc, c'est l'imaginaire collectif. Si tout le monde commence à
croire en un truc. Toi, tu me dis que tu y crois peut-être moins, encore moins, tu y crois même pas du tout. Moi, je suis plus dans un truc où j'y crois, mais je préfère mettre de l'énergie sur le plan physique, quoi. Tu vois, le monde éveillé, le monde réel de tous les jours et tout, sur lequel on a un peu de contrôle. Moi, c'est l'inverse, j'y crois pas, mais je mets beaucoup d'énergie dans ce monde éthéré, alors que, en fait, j'y crois pas, mais c'est quelque chose qui me fascine et que, je trouve que ça a une grande puissance, un grand intérêt dans tout ce qu'on peut produire en tant qu'être humain comme culture. Pour moi, c'est vraiment de la culture. Tout ce paranormal, ce surnaturel, c'est de la culture pour moi. C'est de la culture en ça que ça parle de nous en tant qu'être humain et ça vient exprimer des choses qui sont très profondes en nous, quoi. En termes d'images dont tu te souviens, tu m'en as donné 2, donc c'est surtout des réactions quand même de tes proches à ce moment-là. Je me souviens de beaucoup de réactions. Une vieille dame qui était venue purifier notre maison et tout, et genre je sais pas, je crois quand elle m'avait vu, elle était en mode va des rétro satanas, tu vois, des trucs en mode mais ça doit t'impacter dans ta construction d'enfant, non? Ouais, je sais pas, c'est quand même assez fort, quoi. Tu as fait peur à des adultes. Ouais, je pense, enfin j'ai inquiété et tout, mais je pense que en fait il y a plein d'autres trucs qui ont aussi impacté durant mon enfance dans ma construction sociale aussi, tu vois. Je sais pas si j'ai accordé trop d'importance alors que j'aurais dû peut-être à ça, en fait, à ces réactions d'adultes et tout. C'était comme une seconde vie que je maîtrisais pas et je m'en souvenais pas vraiment. Et au fil des années, en fait c'était devenu un truc un peu normal, quoi, tu vois, genre juste c'était même c'était devenu un truc habituel, ça avait pas le même. En fait, les trucs que je te raconte, les souvenirs que je te raconte un peu violents avec les interactions, c'était quand j'étais petit, quand j'avais peut-être 6 ans, quand c'était le début de ça. Mais après, avec le temps, c'était devenu un peu une routine, quoi, tu vois. Merci beaucoup, Sergio, d'avoir participé à Autopsie d'un cauchemar pour les murmures du phare. On va rentrer à l'intérieur du phare pour l'horoscope des enfers. Laissons parler les astres, quel malheur t'attend, quel démon veille sur ta destinée. Écoute attentivement, ton horoscope infernal commence maintenant. Bélier, les grattements dans vos murs ne sont peut-être pas l'œuvre de rongeurs. Appelez la police. Taureau, une clé que vous ne reconnaissez pas pourrait bien apparaître sur votre trousseau. Si elle est tachée, teignez-vous la barbe. Si vous n'avez pas de barbe, je suis désolé pour vous. Gémeaux, ne souriez pas devant votre miroir aujourd'hui. Vraiment. Cancer, votre historique internet fait beaucoup rire le darknet. Continuez comme ça. Lion, si vous avez des objets issus d'héritage, ne les touchez pas aujourd'hui. Vierge, c'est le brouillard dans votre vie. Tant mieux, ils ne peuvent pas vous voir comme ça. Balance, arrêtez de faire venir des artisans. Les courants d'air qu'il y a chez vous n'ont rien à voir avec les portes et les fenêtres. Scorpion, l'homme au chapeau va essayer de vous joindre en fin de journée. Restez en sécurité. Sagittaire, cherchez bien dans les photos de votre téléphone, certains clichés n'ont pas été pris par vous. Capricorne, une porte que vous pensiez verrouillée sera trouvée ouverte, n'y allez pas, évidemment. Verseau, ne croyez pas les textos disant « je suis juste derrière toi », c'est beaucoup trop cliché. Poisson, évitez de regarder ce qu'il y a dans le trou de votre évier, vous allez encore passer une mauvaise nuit. Merci d'avoir écouté les murmures du phare. J'espère que tout comme moi tu as passé un moment terrible et exquis. Si tu as un cauchemar à faire autopsier ou pire encore une histoire vraie, n'hésite pas à m'envoyer un mail à lesmurmuresduphare, tout attaché,
@bricevincent.fr. Pour plonger plus profondément dans l'ombre, rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Bonne nuit, chère auditrice, cher auditeur. Si tu oses revenir, il suffit de suivre la lumière du phare. À la semaine prochaine.